Donc alors nous sommes en train de voir que l'homme crée une dimension psychologique dans le temps réel, dans le temps extérieur, réussir socialement, avoir une position dans son travail, ou également avoir une grande maison, une belle voiture ou deux belles voitures. Dès que nous observons finement, nous voyons que la dimension psychologique s'immisce dans notre vie. Voyons-nous juste notre maison comme un lieu de vie nécessaire, ou lui avons-nous donné des valeurs mentales comme l'automobile? Nous allons aussi voir un autre inconvénient de cette dimension psychologique. Donc un homme a atteint son but, il est à présent directeur, PDG d'une grande entreprise, il a travaillé et après la joie, l'intense décontraction de la découverte, il se rend compte qu'il faut quand même travailler à ce poste et qu'il doit travailler beaucoup. Sinon, il peut perdre cet emploi, il peut perdre ce poste. Donc, la nouvelle dimension psychologique est « je ne dois pas perdre ce poste, sinon qui suis-je ? Je suis devenu quelqu'un d'important grâce à cette fonction, à ce poste. Si je perds ce poste, je serai moins que rien. » Donc, une peur envahit l'esprit. J'ai atteint ce but, j'ai atteint ce poste, et tout d'un coup l'esprit se rend compte qu'il peut perdre cette position. Donc la joie est de courte durée. De même pour celui qui pense être réveillé, s'il rencontre quelqu'un qui doute très fortement de sa réalisation et qui le questionne de manière intelligente, évidemment, l'éveillé peut être terrorisé de se rendre compte qu'il n'est pas éveillé. Donc on perd son statut. Donc, lorsqu'un but est atteint, un objectif, il faut le conserver. Il faut conserver sa position, sinon on a le sentiment de dévalorisation. Et donc la peur arrive, la peur de perdre. Mais c'est bien une dimension psychologique. Cela est lié. Puisque nous avons donné une grande valeur au poste de président, directeur général, si nous perdons ce poste, nous perdons la valeur de nous-mêmes. C'est encore un jeu de l'esprit. Mais voyons que là, le jeu de l'esprit tourne mal. C'est la peur qui arrive dans l'esprit, avec la souffrance. C'est une souffrance, évidemment. Il y a de nombreuses souffrances dans cette dimension psychologique. Il y a aussi l'homme qui, toute sa vie, essaye d'être PDG ou d'être un grand penseur et qui, faute de capacité ou de possibilité, se rend compte qu'il ne sera pas ou qu'il ne peut pas être ce grand penseur. Donc l'homme se rend compte qu'il n'atteindra jamais son but. Et cela aussi est une souffrance, une tristesse, une peine, un sentiment d'échec. Réussite et échec
sont une même pièce, hein. Je pense que vous le voyez. Réussir sa vie. La vie n'a pas à être réussie, hein. Une fois, je voyais une affiche publicitaire, très grand format, où il était indiqué pour les mamans, réussir votre bébé. Quelle ignominie. Donc la réussite et la défaite vont ensemble. La réussite et l'échec sont deux enfants qui se tiennent la main. Alors, ayant vu cette dimension psychologique et commençant à percevoir que malgré la satisfaction et la stimulation qui y siègent, en fait en arrière-plan existe une grande souffrance, une grande peur, une peine et une tristesse, puisque nous misons tout sur l'avenir, un avenir que nous pourrons atteindre pour certains et que nous n'atteindrons jamais pour d'autres, mais c'est toujours pour demain, et c'est toujours un lendemain imaginaire. Alors peut-on être libre de la dimension psychologique? Vouloir, quel mal y a-t-il à cela? Vouloir progresser dans sa société, avoir un poste plus intéressant? Pourquoi pas? Mais si nous ne l'avons pas, nous ne nous sentons pas dévalorisés. Un être humain, quelle que soit sa fonction sociale, est quelque chose de précieux. L'univers a mis, dit-on, plus de 14 milliards d'années-lumière pour engendrer la vie. Pas que l'homme, naturellement. La libellule, l'antilope dans la savane, l'écureuil roux et l'homme, le ver de terre. La vie est précieuse et l'homme est précieux. Alors, peut-on être libre de ce temps psychologique, de cette dimension psychologique, s'organiser dans la vie, mais ne pas mettre de valeur psychologique aux choses, de valeur dans le sens quand j'atteins cela ou quand je possède cela, je suis quelqu'un de mieux, de plus grand, de plus fort, de plus intelligent, toujours plus en quelque sorte. Voyons également qu'un esprit pris dans cette ambition psychologique n'est pas un esprit en paix. Un homme qui vit cela ne connaît pas la paix. Mais nous l'avons dit, il s'instaure une tension en nous-mêmes. Donc l'esprit n'est pas en paix. Alors comment sortir de ce mirage? Comment sortir de cette illusion? L'homme peut-il vivre sans temps psychologique? Pas le temps extérieur, soyons clairs. Nous avons vu que le temps psychologique entraîne une direction, entraîne une action dans le but d'obtenir quelque chose, de réaliser un objectif, et nous avons vu donc que toute notre vie est tendue
vers une chose à atteindre. Dans les contes pour enfants existe cela aussi. En fait, nous sommes en attente et nous n'avons pas l'impression de vivre pleinement tant que l'objectif n'est pas atteint. Nous avons une vie d'espérance, mais si une chose est vivante, nous n'espérons rien. Si nous avons une vie heureuse, nous n'espérons pas être heureux, nous sommes heureux. Pourquoi notre quotidien nous paraît-il morne et triste? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Naturellement, la société de consommation nous dit il vous faut avoir plus, il vous faut être ambitieux, il vous faut avoir une plus grande maison, une plus belle voiture, la dernière technologie à la mode, une montre connectée. Pourquoi faire? La société de consommation favorise cela, évidemment. Donc, voyant cela, nous nous méfions de notre propension à penser que demain sera meilleur. Nous voyons que cela est un sortilège, un piège et une habitude que nous avons prise. Donc, voyons cela profondément, en ayant une vision profonde de cette propension à partir dans l'imaginaire. Nous en prenons conscience et tout d'un coup nous voyons que cela n'a pas de grande valeur. Alors l'homme se tourne vers le présent. L'homme évite de partir dans l'imaginaire pour demain ou après-demain ou dans 15 ans. Nous revenons là où nous sommes, maintenant. La vie est maintenant, non demain ou ailleurs. Donc nous revenons là où nous sommes et nous voyons que notre esprit, par habitude, va continuer à échafauder des plans de bonheur. Quand je rencontrerai mon âme sœur, ma vie sera pleine. Quand j'aurai un travail plus intéressant, je serai plus heureux. De manière mécanique, l'homme ou la femme pense comme cela. Donc, on prend conscience de ce mouvement, de cette volition de l'esprit très rapide, de cette inclinaison à partir. On observe cela, on le voit. Alors, il y a aussi dans le temps psychologique, là nous avons abordé l'aspect du futur imaginaire, qui peut être atteint ou pas. Et nous avons aussi dans ce temps psychologique le passé, bien évidemment. Toutes les histoires d'analyse de nos traumas dans la petite enfance, où il faut repartir en arrière pour comprendre, se libérer de ces traumas et analyser pendant des années. Nous nous préoccupons du passé et pas du présent. Les traumas ont peut-être eu lieu, peut-être, mais il y a aussi des choses qui existent aujourd'hui. Alors, précisons quand même une chose sur le passé.
ce n'est pas en analysant les causes d'une chose que cette chose finit. La psychanalyse nous a dit ça, mais est-ce vrai? Il y a une histoire bouddhiste, mais est-elle bouddhiste? On ne sait pas, une histoire qui vient d'Inde, peut-être la connaissez-vous. Il y a un homme qui reçoit une flèche empoisonnée. Il est blessé, il tombe au sol. Tous ses amis arrivent, sa famille veulent l'aider, veulent enlever la flèche pour éviter que le poison se répande dans le corps. Mais l'homme refuse. Il refuse catégoriquement. Il veut d'abord savoir le nom de l'homme qui a tiré cette flèche. À quelle famille il appartient? Pourquoi a-t-il fait cela? Est-ce qu'il l'a insulté? Est-ce qu'il l'a blessé? Est-ce pour de l'argent? Est-ce pour lui voler ses biens? L'homme blessé veut des réponses. Et pendant que ses amis vont essayer de chercher des réponses, cela prend du temps et l'homme meurt. Ce qui est important, c'est d'endiguer le poison, non de savoir qui a tiré la flèche. Ce qui est important dans les blessures liées au passé, ce n'est pas la cause, l'origine de la blessure. Ce qui est important, c'est se rendre compte que la blessure existe maintenant et que cette blessure me fait agir de manière irrationnelle dans le présent. Je dois voir l'action irrationnelle dans le présent, en saisir tout d'un coup la folie, l'y voir profondément, non pas l'analyser, la voir en direct. Depuis 5000 ans, je mets la main dans le feu, et en un quart de seconde, je me rends compte que c'est moi qui mets la main dans le feu. Et tout d'un coup, cette main se retire du feu elle-même. On ne décide pas, cela se fait. La prise de conscience fait que le feu cesse. Je sais que ce n'est pas clair pour de nombreuses personnes. La compréhension profonde d'une chose, d'une prison mentale, fait que cette prison mentale n'existe plus. Il n'y a pas à demander quoi faire, comment faire. La vision profonde est une action. En ce sens, elle n'est ni intellectuelle ni psychologique. La vision profonde voit les choses en elle-même, pour elle-même, et si ces choses sont néfastes et dangereuses, ces choses finissent. Donc l'analyse du passé, pour nous libérer du présent, ne semble pas correcte. Les Occidentaux ne vont pas être vraiment satisfaits de ce que je dis, mais l'analyse des causes, des origines, ne libère pas. Il faut rompre quelque chose. Une blessure s'est perpétuée dans mon esprit et dans mon corps. Elle s'est perpétuée dans mon corps parce qu'elle s'est perpétuée dans mon esprit, dans la dimension psychologique. Cette blessure existe dans mon mental, dans un temps psychologique, puisque le temps psychologique est lié au passé, court-circuite le présent vivant et nous emmène également dans un présent imaginaire. Quand on dit que le temps psychologique, que dans le temps psychologique vit le passé, soyons précis.
c'est la mémoire du passé. C'est notre impression du passé. Ce n'est pas le passé lui-même, c'est ce que nous en avons tiré. Donc c'est une dimension mentale, une impression mentale. C'est en ce sens que c'est une dimension psychologique. Donc nous voyons que le temps psychologique se base sur le passé, accorde très peu d'importance au présent et met une grande énergie dans l'avenir. J'ai connu quelqu'un qui était très malade et qui allait mourir dans quelques mois en Angleterre. Nous sommes allés visiter ces personnes et une connaissance commune avait vu cette personne pendant quelques mois et à mon étonnement important, elle me dit qu'ils avaient analysé son passé, mais qu'ils étaient remontés au-delà, avaient fait une analyse transgénérationnelle, avaient vu ses ancêtres, qu'ils avaient découvert qu'un ancêtre assez lointain avait fait une chose horrible. Cet homme allait mourir. Et on ne parlait pas de ce qui allait se passer, de ce qui était en train d'arriver. La mort venait. Ne pouvait-on pas dire à cet homme, c'est bien, vous avez fait votre temps, maintenant la mort va venir et vous allez être en paix, vous allez partir tranquillement. Laissez-le passer, tout ça est fini. Soyez tranquille. Vous allez partir serein, n'ayez aucune inquiétude. Il n'y a rien d'autre à faire. Peut-être prendre sa main. Mais laissons-le passer. Alors, laissons l'analyse du passé. Ne partons pas vers ce futur imaginaire extraordinaire. Mais nous sommes là, dans le présent. Ce présent est extraordinaire, comme la mort qui arrive également, qui est extraordinaire. Pourquoi ne sentons-nous pas la vie comme étant extraordinaire? Être vivant, cela tient du miracle. Il y a quelque chose de sacré dans la vie. Donc ni analyse, ni fuite vers demain ou après-demain. En faisant cela, il n'existe aucune tension dans l'esprit, aucune propension à s'évader vers un ailleurs. L'esprit est calme. Il n'est pas angoissé, ni apeuré. Toute l'énergie qui était mise dans cette ambition, dans ce but à atteindre, toute cette énergie se trouve disponible maintenant. L'énergie est toujours là, elle est partout. Alors, peut-être, nous restons prudents, peut-être découvre-t-on ce qu'est un esprit méditatif, un esprit en méditation, c'est-à-dire un esprit qui ne fait pas de plan, qui ne prépare pas quelque chose de psychologique, je répète, nous préparons notre voyage pour les États-Unis, par exemple.
Mais psychologiquement, nous avons cessé de penser que demain sera mieux. Nous n'avons pas ou plus besoin d'aucune espérance. La totalité de la vie, la plénitude est maintenant. L'esprit, dans le sens le plus pur, n'a pas besoin d'être libre, il est libre. Il ne s'éveille pas. Par contre, l'homme doit régler ses soucis et ses conditionnements et ses illusions. L'esprit de l'homme doit se libérer. Alors donc, n'ayant plus de plan, ne partons plus vers l'imaginaire, l'esprit peut se tourner vers le présent, vers la lumière du jour, vers la beauté d'un visage. On ne le dit pas souvent, mais les êtres humains peuvent être tellement beaux. Vous trouvez une gazelle belle, une panthère magnifique, et l'homme. Or parfois la disgrâce existe naturellement. Mais dans la vie, il y a une grande grâce, et vivre en paix, être tranquille, c'est tout d'un coup rencontrer cette beauté. Découvrir la richesse et l'extrême diversité de la vie. Nous vivons sur une terre mais tellement belle. Avez-vous vu ces montagnes, ces lacs, ces forêts? Nous faisons partie de cela. En revenant vers le présent, nous découvrons que le corps, que l'homme, que l'esprit fait partie de la nature. Nous ne sommes pas une pièce rapportée. Nous sommes la nature. Alors, lorsque l'homme est en paix, qu'il voit la beauté du monde, et qu'il voit la pensée pour ce qu'elle est, avec sa grande beauté et ses limitations, l'esprit, tout d'un coup, découvre une dimension plus importante que la dimension de la pensée. La pensée vit dans l'esprit, mais l'esprit n'est pas que la pensée. Alors, pour cet esprit tranquille, existe vraiment la méditation. Et cette méditation n'est aucune technique, évidemment, toutes ces absurdités prêchées par les nombreux maîtres et gourous. Quand l'esprit découvre la méditation, alors il vit dans une dimension atemporelle. Quelque chose qui ne commence ni ne finit. Pour un esprit méditant ou un esprit méditatif, véritablement, le temps n'est plus, le temps n'existe plus.